Avant de commencer cet épisode, j'ai une petite annonce à faire. Les inscriptions pour notre cours Les visages de Paris sont ouvertes. C'est un cours avancé pour les personnes qui ont un niveau C1. Si vous n'êtes pas sûr de votre niveau, je dirais que si vous comprenez bien les conversations que j'ai avec Ingrid dans ce podcast, vous êtes prêt pour ce cours. Contrairement au podcast, dans Les visages de Paris, vous allez pouvoir écouter différentes personnes, pas seulement Ingrid ou moi, et les leçons sont des interviews avec des experts sur différents sujets en rapport avec la capitale française. Grâce à ces interviews, vous allez découvrir le vrai Paris d'aujourd'hui, pas l'image de carte postale que tout le monde connaît. Par exemple, pourquoi les arrondissements riches sont à l'ouest et les arrondissements populaires à l'est, pourquoi Paris est plus vulnérable face au réchauffement climatique que les autres capitales européennes, mais aussi ce que les Parisiens et les Parisiennes pensent de leur ville. On a vraiment essayé de faire un cours qui soit aussi intéressant qu'un bon documentaire, et en plus, il y a plein d'exercices pour que vous soyez actifs, pour que vous pratiquiez votre français, et Ingrid et moi sommes là pour vous encourager et répondre à toutes vos questions personnellement. Comme dans nos autres cours, il y a aussi des leçons de grammaire. Là, on se concentre sur les subtilités pour perfectionner votre français en s'inspirant de la façon de parler des experts qu'on a interviewés. Bref, si vous avez envie de faire progresser votre français cet été, je vous invite à venir découvrir les visages de Paris avec nous. Pour ça, il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description de l'épisode ou de taper innerfrench.com/vdp, innerfrench.com/vdp. Et maintenant, place à l'épisode. Épisode 146. La France restera-t-elle européenne ? Salut à toutes et à tous, salut Ingrid. Salut Hugo, ça va bien aujourd'hui ? Ouais, ça va, plutôt en forme. J'ai bu mon petit café, donc tout devrait bien se passer. Et toi ? Très bien, moi aussi ça va. J'ai aussi bu mon café du début d'après-midi, donc on est pareil. On est bien caféiné, c'est parfait. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, il va traiter des élections européennes qui auront lieu entre demain et ce week-end, au moment où vous écouterez l'épisode. Mais nous, on l'enregistre un peu en avance, donc là, on est le 22 mai. À l'heure où on enregistre cet épisode, parce qu'on a voulu être préparé, prendre de l'avance. Donc, on espère qu'il ne va pas y avoir trop de rebondissements entre-temps, trop d'événements qui vont changer ce qu'on va vous expliquer dans cet épisode. Mais a priori, je pense que il y a peu de chances que les choses changent drastiquement. Qu'est-ce que tu en penses ? Non, je pense pas. C'est pas non plus des élections qui ont beaucoup de rebondissements et pour lesquelles les électeurs sont passionnés. Donc, normalement, à moins qu'il y ait des scandales, on ne sait jamais en politique, ça devrait plutôt rester stable. Auquel cas, peut-être qu'on essaiera d'enregistrer un autre épisode, une mise à jour, je ne sais pas, on verra. Mais dans cet épisode, on va essayer de répondre à plusieurs questions. On sait que vous n'êtes pas toutes et tous passionnés de politique et que vous n'êtes pas non plus européens, forcément, pour une grande majorité d'entre vous. Ce qui fait que ces élections européennes, peut-être que vous avez un peu du mal à les comprendre, peut-être que ça vous intéresse pas plus que ça, mais on va essayer de vous donner envie de vous y intéresser en répondant à plusieurs questions, notamment en quoi elles consistent, ces élections, et quels en sont les enjeux. Ensuite, on va aussi vous parler du point de vue plutôt français. Est-ce que les Français y accordent de l'importance ? Et puis, on va vous dire quel est le parti qui est en tête en France dans les sondages. Ça va peut-être vous surprendre ou pas, mais on va vous expliquer tout ça. Et bien sûr, une fois qu'on vous aura révélé ce parti, moi je pense pas que ce sera une grande surprise, vous nous direz dans les commentaires. On vous parlera plus spécifiquement de la tête de liste
de ce parti, qui est un personnage assez intéressant à suivre dans la politique française et qui a seulement 28 ans. Exactement. Et puis, pour finir, on essaiera de répondre à la question au titre de cet épisode. Est-ce que la France va rester européenne ou bien est-ce qu'il y a un risque de Frexit ? Tout un programme. Allez, on y va ? Allez. Pour commencer, on va parler des élections européennes en général pour expliquer assez rapidement, ne vous inquiétez pas, quels sont les enjeux et comment ça fonctionne. Moi, il faut que je vous avoue que quand j'ai fait les recherches pour cet épisode, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas si bien que ça le fonctionnement de l'Union européenne. Donc, c'est peut-être bien de faire un petit rappel. Alors, l'Union européenne, c'est plusieurs institutions et l'une de ces institutions, c'est le Parlement européen. Donc, cette semaine, les Européens vont voter pour renouveler ce Parlement. Les élections, elles se font sur liste, c'est-à-dire que chaque parti présente une liste où il y a plusieurs candidats qui sont mis dans un ordre précis. Et ces élections, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble que ce sont des élections quinquennales, autrement dit des élections qui ont lieu tous les 5 ans, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc la dernière fois qu'on a voté, c'était en 2019. Et maintenant, donc, on renouvelle. Et donc, c'est des élections européennes. Donc, tous les pays des 27 membres de l'Union européenne vont voter, mais par contre, chaque pays vote pour ses eurodéputés, c'est-à-dire qu'il y a des listes nationales. Ou alors, il peut y avoir éventuellement des listes régionales qui correspondent à une circonscription dans un pays. Mais tous les pays n'ont pas le même nombre de députés, par contre. Ça dépend de la taille du pays. Donc, plus un pays est grand en termes de population, plus il a d'eurodéputés au Parlement européen. Oui, c'est proportionnel. Donc en fait, il y a quand même un seuil minimum. Les plus petits pays vont avoir au moins 6 eurodéputés et les pays qui ont le plus de population, forcément, en auront plus. Bon, alors c'est pas exactement proportionnel, mais voilà, il y a un calcul qui est fait avant chaque élection. On sait combien de députés auront chaque pays. Et la France, évidemment, comme la population est importante, est un des pays qui a le plus de députés. Donc, ouais, comme tu l'as dit, ce sont des élections importantes parce que ce sont les seules élections pour lesquelles les citoyens et citoyennes européens élisent directement leurs représentants. Mais par contre, c'est vrai que les eurodéputés n'ont pas un énorme pouvoir. Par exemple, ils ne peuvent pas proposer directement de loi. Ils n'ont pas ce qu'on appelle le pouvoir d'initiative. En fait, c'est une autre institution, la Commission européenne, qui propose des lois, des directives, et les eurodéputés peuvent seulement les amender. Donc, ils votent ces lois. Ils peuvent proposer des amendements, des modifications des lois, mais ils ne peuvent pas proposer directement de nouvelles lois. Et ce Parlement européen, si vous vous demandez où il se trouve, eh bien, il se trouve en France, à Strasbourg. D'ailleurs, je l'ai visité avec mon école. Il me semble que toi aussi, non ? Tu l'as déjà visité ? Ouais, comme quoi c'est une activité, un rite de passage pour les Européens, surtout pour les Français. C'était aussi avec ton université ? Non, moi, c'est quand j'ai visité Strasbourg par ma propre initiative. J'y suis allée. C'était assez intéressant. Toi, t'es une bonne citoyenne européenne qui veut connaître ces institutions. Non. Ouais, j'aime bien. Non, moi, j'ai été obligé pendant mon école de commerce. Mais c'était très sympa parce qu'on y allait 2 ou 3 jours. Et ils avaient organisé pas mal d'activités, de jeux de rôle. Donc, on a siégé dans le Parlement européen. Je sais plus si on a fait semblant de voter des lois ou pas, mais c'était assez drôle parce que dans mon école, donc qui a changé de nom, mais à l'époque elle s'appelait l'ESCP Europe. Donc on avait effectivement des étudiants qui venaient d'un peu partout en Europe,
Et on avait, je me souviens d'un Italien qui avait fait une présentation devant le Parlement avec l'accent italien en anglais. Donc on se croyait vraiment à l'Assemblée, c'était cool. Mais même sans visite organisée avec une école, vous pouvez vous aussi, si vous êtes à Strasbourg, aller visiter le Parlement européen. Oui, c'est ouvert et il y a des petites animations qui permettent de comprendre comment ça fonctionne. Et surtout, les députés ne siègent à Strasbourg que 4 jours par mois, au moment où justement ils doivent amender les lois et les voter. Le reste du temps, ils sont à Bruxelles. Donc, ce qui fait que si vous allez à Strasbourg pendant un moment où les députés ne sont pas là, en fait, c'est bien parce que c'est vide, entre guillemets. Il y a que les personnes qui travaillent là-bas tout le temps, mais il n'y a pas de session parlementaire. Donc, ça permet de faire un peu ce que tu as fait ou de pouvoir visiter le Parlement vide avec des présentations, etc. Donc, c'est assez sympa, ouais. Je le conseille. Alors, si on reprend maintenant les pouvoirs du Parlement européen, donc comme je l'ai déjà mentionné, ce sont les eurodéputés qui amendent et votent les directives, les lois proposées par la Commission européenne. Ils peuvent les approuver ou éventuellement les rejeter. Mais ce sont aussi eux qui contrôlent d'une certaine manière la Commission européenne. La Commission européenne, c'est l'équivalent du gouvernement de l'UE. Elle est composée de 27 commissaires qui sont désignés par chaque État membre. Et le Parlement européen peut approuver le président de cette Commission européenne ou pas. Et il peut aussi renverser cette Commission européenne en votant ce qu'on appelle une motion de censure. Mais il me semble que ça arrive assez rarement. Et puis le troisième et dernier pouvoir, rapidement, c'est celui de la modification du budget de l'Union européenne. Donc ils peuvent modifier, approuver le budget de l'Union européenne. Donc voilà, c'est quand même 3 pouvoirs assez importants. Donc voilà, ça c'est pour le fonctionnement général du Parlement et de ses élections. Mais pourquoi est-ce que c'est important ? Il y a des enjeux quand même, parce que le droit communautaire, qui est décidé par les États membres et les eurodéputés, prime parfois sur les droits nationaux. C'est-à-dire que les députés peuvent voter des directives, des lois européennes, qui vont être plus importantes que les lois de chaque pays. Donc, c'est le seul moment où vraiment les citoyens européens peuvent décider directement des personnes qui vont proposer ces lois, enfin qui vont les approuver, puisque comme on vous l'a dit, ce sont les commissaires qui proposent et les commissaires, on ne peut pas les élire directement. Ouais, mais ce qui est paradoxal, c'est que même si ces élections sont assez importantes et même si c'est la seule opportunité des citoyens européens d'élire leurs représentants, la participation est assez faible. En 1979, il y avait un taux de participation de 62%, mais depuis cette date, à chaque élection, le taux de participation est de plus en plus faible. Il est tombé à 42% en 2014. Mais aux dernières élections, il y a eu un petit rebond. La participation a à nouveau un peu augmenté et 51% des citoyens européens ont voté aux élections européennes. Ça, je pense que c'est dû en partie au Brexit, peut-être qui a réveillé, remotivé les Européens, je ne sais pas. Mais il y a 2 grandes raisons qui peuvent expliquer ce désengouement, cette démotivation, on pourrait dire, des citoyens européens. La première, c'est que, comme on vous l'a un peu dit avant, les institutions européennes et leur fonctionnement sont assez complexes. C'est assez difficile de comprendre comment tout ça fonctionne concrètement. Et puis la deuxième explication, c'est qu'au départ, au moment de la construction de l'Union européenne, l'utilité était très claire. On savait qu'il fallait construire cette Union européenne pour notamment éviter une 3e guerre mondiale. Donc ça, c'était vraiment un bon facteur de motivation. Mais maintenant, la Seconde Guerre mondiale, elle remonte déjà à un certain temps, ce qui fait que pour les citoyens européens, c'est peut-être un peu moins évident maintenant de savoir quel est vraiment le rôle et l'utilité de l'Union européenne. Et puis, un autre enjeu, c'est que
Pour chaque pays, les élections européennes servent un peu à prendre la température du paysage politique. C'est-à-dire que certains chercheurs en sciences politiques qualifient ces élections de nationales, vu qu'elles sont organisées par chaque pays au niveau national, selon des règles nationales, puisque ce sont des règles de vote qui sont établies par chaque pays. Par exemple, dans certains pays, il peut y avoir le droit de vote obligatoire, ou alors le jour du scrutin est différent, l'âge légal aussi, etc., etc. Donc en France, notamment, c'est considéré un petit peu comme un vote de mi-mandat, c'est-à-dire que Emmanuel Macron a été élu il y a 2 ans. Donc, on peut considérer que c'est un petit peu un moment pour les Français pour donner leur avis sur la politique actuelle nationale. C'est vrai. Et les sondages le montrent d'ailleurs parce que dans les sondages récents, une majorité de Français déclarent que pour leur vote, ils tiendront compte avant tout des propositions des partis sur les questions nationales. Pas nécessairement les enjeux européens, mais plutôt les enjeux nationaux pour déterminer leur choix de vote. Et en plus, 52% d'entre eux disent qu'ils votent avant tout pour manifester leur soutien ou leur opposition au président de la République ou à son gouvernement. Donc, ce vote, finalement, ça se transforme un peu comme un vote de sanction de la politique du gouvernement actuel. Alors, on ne va pas vous faire toute la liste des partis qui sont candidats en France parce qu'on a en tout 37 listes. Donc, on va juste vous parler des 3 plus importantes, celles qui sont en haut dans les sondages. Donc, tout d'abord, on a ce qu'on peut appeler le centre-gauche, le parti Place Publique, qui est en fait le parti socialiste, qui est représenté par Raphaël Glucksmann, qui est déjà eurodéputé, et ce parti est un parti bien installé qui fait partie de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates, SED, que vous connaissez sûrement si vous êtes européen, parce qu'il y a des partis comme le SPD allemand ou le PSOE en Espagne, qui sont dans la même alliance. Donc ça, c'est le parti qui, a priori, pourrait arriver peut-être 3e avec 13 à 15% des intentions de vote. Bon, il faut toujours prendre ces chiffres avec des pincettes, mais voilà, c'est ce que les sondages annoncent. Ensuite, on a la liste de centre droit. Donc en fait, c'est la liste de la majorité présidentielle qui s'appelle Renaissance, et dont la tête de liste est Valérie, alors je sais jamais comment prononcer, Valérie Ayer. Moi non plus. Ayer, ok. Donc c'est H-A-Y-E-R, Valérie Ayer peut-être, et qui, elle, devrait arriver 2e avec entre 15 et 17% des votes d'après les sondages. Et puis, enfin, en tête, on aurait apparemment le Rassemblement national, donc l'extrême droite, que vous connaissez d'habitude en France grâce à Marine Le Pen. Mais là, la tête de liste, c'est, roulement de tambour, Jordan Bardella. Oui, on vous a pas donné son nom avant, mais c'est de Jordan Bardella dont on aimerait vous parler ensuite, qui en ce moment est dans tous les médias et qui pourrait arriver en tête avec apparemment 30 à 35% d'intention de vote. Donc c'est quand même beaucoup et assez important pour se pencher sur la question. Ouais, il faut savoir qu'aux dernières élections européennes, c'est déjà la liste du Rassemblement national qui était arrivée en tête devant celle de la majorité présidentielle, mais l'écart était beaucoup moins important. Il y avait eu 23% pour la liste du Rassemblement national et 22% pour la liste de la majorité présidentielle. Ça s'était joué dans un mouchoir de poche. Ça, c'est une bonne expression. Se jouer dans un mouchoir de poche. Pas facile à dire, d'ailleurs. Ça signifie que ça se joue à presque rien.
que la différence ou l'écart est vraiment tout petit et ça aurait pu se passer d'une manière ou de l'autre. Ça s'est joué dans un mouchoir de poche. Je connais pas du tout l'origine de cette expression, faudra la chercher. Ouais. Mais voilà, l'écart était très faible, alors que cette fois, en tout cas, quand on regarde les sondages, il y a la liste du Rassemblement national qui fait course en tête. La liste du Rassemblement national qui est loin devant celle de la majorité présidentielle. Alors, qui est Jordan Bardella ? C'est une figure politique que vous allez peut-être revoir beaucoup, donc on va faire un peu son portrait. Pour commencer, il a grandi à Drancy, en Seine-Saint-Denis, dans un HLM. Ça, c'est une donnée qui est assez importante parce qu'il a créé tout un récit de vie. On peut aussi dire un storytelling. Donc, c'est une manière de se présenter qu'il a bien choisie. Autour d'une jeunesse dans un quartier défavorisé avec de l'insécurité et selon lui, ces conditions de vie un petit peu difficiles seraient à l'origine de son engagement politique dans un parti d'extrême droite. Oui, et juste pour préciser, ceux qui ont fait le cours Les visages de Paris le savent, mais pour les autres, un HLM, c'est une habitation à loyer modéré. Autrement dit, un logement social. Un logement où le loyer n'est pas trop élevé pour permettre aux familles les plus modestes de se loger dignement. Oui, et en réalité, en fait, quand on fouille un peu, quand on creuse dans la vie de Jordan Bardella, on se rend compte que premièrement, cette banlieue défavorisée où il a grandi n'était pas si défavorisée. Bon, c'était une banlieue modeste, mais pas une des pires avec beaucoup d'insécurité. C'était un endroit qui était plutôt bien connecté à Paris, donc on est quand même loin de l'histoire qu'il raconte. Mais en plus, c'était un fils de parents divorcés et son père, lui, venait d'un milieu aisé. Donc, il avait quand même accès à un milieu qui lui permettait d'avoir un peu plus, entre guillemets, de chance dans la vie. On parle d'égalité ou d'inégalité des chances. Voilà, c'est un peu facile pour lui de se présenter en choisissant seulement les éléments qui lui permettent de dresser un profil populaire qui fonctionne avec les électeurs. Exactement. Ce qui est intéressant aussi avec Jordan Bardella, c'est qu'il s'est lancé très jeune en politique puisqu'il a rejoint le Front National, donc l'ancêtre du Rassemblement national, à seulement 17 ans, quand il était encore lycéen. Et très rapidement, il est devenu porte-parole, autrement dit principal représentant, et le directeur du parti Génération Nation, qui est en fait la branche jeune du Front National, du Rassemblement National. Donc c'est le parti des jeunes d'extrême droite. Ah oui, et fun fact, à cette époque, j'avais participé à une de ces interviews puisque je travaillais pour un média qui était centré particulièrement sur les jeunes. C'était en 2017, juste avant les élections, et on avait organisé un débat entre le représentant des jeunes avec Macron et le représentant des jeunes du Rassemblement national, donc Jordan Bardella. Et à ce moment-là, il n'était pas du tout aussi connu comme maintenant. C'était juste un petit politique qui montait. Donc voilà, c'est assez drôle pour moi. Et qu'est-ce que tu avais pensé de lui ? Quelle impression il t'avait faite ? J'avais trouvé qu'il avait bien parlé, qu'il répondait bien aux questions, et c'est quelque chose qu'on va évoquer après. C'est vrai que Jordan Bardella est quand même quelqu'un qui est bien entraîné, qui sait bien se tenir face aux caméras, parce que oui, c'était une interview filmée, et qui, même s'il était très jeune, avait déjà beaucoup d'assurance. Voilà. D'accord. Et cette carrière politique, elle a été fulgurante puisque aujourd'hui, il cumule plusieurs postes. Il est conseiller régional d'Île-de-France, donc la région de Paris, depuis 2015. Il est aussi eurodéputé depuis les dernières élections et il est surtout président du Rassemblement national depuis 2022.
C'est d'ailleurs le plus jeune président de l'histoire de ce parti et aussi le premier à ne pas être un Le Pen. Donc il ne fait pas partie de la famille Le Pen et c'est la première fois qu'il y a un président à la tête de ce parti qui n'est pas un Le Pen. Mais quand même, si on s'intéresse à sa vie privée, il a des liens avec la famille Le Pen. On peut souligner qu'il a rencontré Marine Le Pen en partie grâce à la relation qu'il entretenait à l'époque avec la fille d'une figure de l'extrême droite. C'était la fille de Frédéric Chatillon, qui s'appelle Kéridwen Chatillon. Et il se trouve que Marine Le Pen les avait rencontrés lors d'un événement et c'est là qu'elle avait repéré Jordan Bardella. Alors lui, il dit qu'il n'a pas utilisé cette relation pour se faire un nom en politique, mais quand on connaît bien le fonctionnement du Front National devenu Rassemblement National, on sait que les relations interpersonnelles comptent beaucoup. Il y a beaucoup dans ce parti de couples, de neveux, de nièces, de filles, de fils. Et d'ailleurs, Jordan Bardella, il est plus en couple avec cette personne, mais maintenant, il est en couple avec une nièce de Marine Le Pen, qui est également la fille d'un conseiller de Marine Le Pen. Donc vous voyez, on s'y perd un peu dans leur arbre généalogique, et Jordan Bardella est plutôt mis dans l'arbre généalogique. Oui, donc on peut dire qu'il appartient à la famille élargie des Le Pen. En tout cas, il les fréquente très souvent et voilà, il a un accès privilégié à la famille Le Pen, ce qui l'a évidemment aidé à gravir les échelons du parti pour arriver à sa tête. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il est aussi populaire auprès des Français ? Il est quand même dans le classement des 50 personnalités préférées des Français. Oui, et d'ailleurs, c'est le seul politique à faire partie des 50 premiers. Il me semble qu'Emmanuel Macron est 60e. Donc, on voit que cette popularité, elle n'est pas seulement imaginée, fantasmée par les médias, mais que concrètement, les Français aiment beaucoup Jordan Bardella. Alors, c'est lié à plusieurs raisons. Comme tu l'as dit, son storytelling, son arc narratif autour de ses origines populaires, le fait qu'il ait grandi dans un HLM, contrairement à Marine Le Pen, qui, elle, vient d'une famille extrêmement riche et très privilégiée, les Le Pen. Donc, c'est quelque chose qui lui est souvent reproché. D'ailleurs, on lui reproche d'être un peu déconnectée du peuple parce qu'elle a grandi avec une cuillère en or dans la bouche. Ce qui n'est pas le cas de Jordan Bardella, qui vraiment, même si ses origines populaires sont peut-être un peu exagérées, en tout cas, il est arrivé en politique et il a fait cette ascension fulgurante tout seul. Ensuite, il a aussi une image de gendre idéal. Donc le gendre, pour expliquer, c'est si j'avais une fille et qu'elle épousait quelqu'un, cette personne serait mon gendre. Donc si elle épousait Jordan Bardella. Si j'ai une fille, j'espère qu'elle n'épousera pas Jordan Bardella. En tout cas, elle sera bien trop jeune, donc il y a peu de chance. Mais en tout cas, voilà, Jordan Bardella, il a cette image de gendre idéal qu'on peut inviter au repas de famille le dimanche. Il est souriant, il est toujours bien peigné. Il a cette coiffure impeccable, cette coiffure parfaite. Il s'exprime bien. Donc voilà, il a vraiment cette image de gendre idéal et c'est aussi un très bon communicant. Il est très fort dans les médias, sur les plateaux télé. Il est très fort en débat également, comme tu l'as dit, c'est l'impression que tu avais eue en le rencontrant. On a l'impression que rien ne peut le désarçonner. Alors, désarçonner, c'est un verbe un peu avancé pour dire tomber de quelque chose. En général, on peut dire tomber de cheval, par exemple. On est désarçonné. Et dans un débat, on est désarçonné quand on n'arrive pas à répondre à une question, quand on perd ses moyens et on est déséquilibré. Donc Jordan Bardella, il arrive toujours à garder son calme
et à bien répondre aux questions. Et c'est pas un hasard puisqu'il a été spécifiquement formé pour ça. A priori, l'histoire qui se raconte, c'est que Marine Le Pen s'est rendu compte qu'il avait du potentiel et elle a misé dessus en lui payant des formations de média training. Donc, elle a misé dessus, ça veut dire qu'elle a fait un pari, elle a voulu investir sur lui. Et le média training, vous savez, c'est ces formations dans lesquelles on apprend à parler aux journalistes, on apprend à répondre aux questions, on apprend à être bien devant la caméra, etc., etc. Oui, et on peut dire qu'elle l'a bien choisi parce que, comme je l'ai mentionné, Jordan Bardella peut séduire une partie des classes populaires grâce à ses origines. Et puis, il séduit les jeunes. Marine Le Pen a plus de mal à convaincre les jeunes, mais Jordan Bardella, de par son âge, c'est quelqu'un qui est très populaire, très apprécié par les jeunes. Il a par exemple plus d'1 million d'abonnés sur TikTok. Il est très actif sur TikTok. Et toutes ces qualités, c'est vrai qu'elles sont importantes pour Marine Le Pen parce que c'est des qualités qu'elle n'a pas. Ils se complètent plutôt bien. Elle, par exemple, ça lui est arrivé souvent d'être piégée par les médias, de perdre ses moyens. Ensuite, elle ne séduit pas beaucoup les jeunes. Elle est plutôt populaire chez les personnes un peu plus âgées. Et lui, il est plutôt un monsieur de la ville, bien propre sur lui, alors que elle gère plutôt bien le terrain. Donc voilà, ça fait un peu un ticket gagnant, un duo qui fonctionne bien pour les élections. Et d'ailleurs, a priori, elle avait déjà annoncé que si elle devenait présidente, il serait son premier ministre. Exactement. Et il y a même certains membres de son parti qui commencent à dire que ce serait mieux que ce soit Bardella qui soit le candidat aux élections présidentielles, qu'il aurait plus de chances de gagner. Mais bon, pour le moment, c'est Marine Le Pen qui reste la patronne de l'extrême droite. C'est elle qui est vraiment la chef de l'extrême droite en France. Donc, je pense que Jordan Bardella n'a pas intérêt à essayer de la trahir. Il a trop à perdre. Mais ça pourrait être très utile au Rassemblement national si Marine Le Pen est condamnée dans l'affaire des assistants parlementaires. Parce qu'il faut savoir que Marine Le Pen est en procès en ce moment. Elle est accusée d'avoir utilisé de l'argent de l'Union européenne qui était destiné à payer des assistants pour ses eurodéputés au Parlement européen et d'avoir utilisé cet argent, de l'avoir détourné pour, au contraire, payer des membres de son parti. Des membres de son parti qui ne travaillaient pas du tout au Parlement européen. Donc, si elle est condamnée dans cette affaire, elle sera inéligible pour 10 ans. Donc, elle ne pourra pas se présenter aux prochaines élections présidentielles. Et à ce moment-là, le Rassemblement national sera bien content d'avoir un candidat aussi populaire que Jordan Bardella en plan B. On verra bien. Pour finir, on va juste balayer, résumer quels sont les grands thèmes de campagne de Jordan Bardella et donc ce qu'il pourrait arriver pour la France dans le futur après les élections européennes ou si jamais le Rassemblement national arrive un jour au pouvoir en France. Alors bien sûr, le thème le plus important pour eux, ça reste l'immigration. Pour Jordan Bardella, les élections européennes sont un référendum sur l'immigration. Alors les mesures qu'ils défendent, bien sûr, c'est les mesures plutôt classiques de l'extrême droite. Par exemple, ils ne veulent pas qu'il y ait de nouveaux pays dans l'Union européenne. Ils veulent qu'il y ait un retour des contrôles aux frontières nationales, donc supprimer une partie de l'espace Schengen. Ils voudraient par exemple que seulement les Européens puissent circuler librement dans l'espace Schengen. Et voilà, donc c'est quand même leurs mesures les plus importantes. Et il y a une figure importante qui est la 3e personne sur la liste du Rassemblement national et qui montre bien quelle est la mentalité de ce parti par rapport à l'immigration. C'est Fabrice Leggeri, qui a été le directeur de Frontex. Frontex, c'est l'agence qui contrôle l'immigration en Europe. Et il faut savoir que cette personne a dû carrément démissionner de Frontex parce qu'il était impliqué
dans des allégations, donc dans des accusations d'avoir refoulé illégalement des migrants en violant les droits de l'homme et donc avoir participé à la mort de migrants dans la mer aux frontières de l'Europe. Voilà, c'est un gros résumé, mais je pense qu'avec ça, on a tout dit sur un peu quel est le plan du Rassemblement national pour les frontières et pour les immigrés en Europe. Après, c'est un peu la même chose au niveau économique. Le Rassemblement national veut promouvoir un certain protectionnisme. Donc l'idée, c'est de protéger la France au niveau économique du reste de l'Union européenne. Donc concrètement, il y a des mesures comme l'opposition au travail détaché. Le travail détaché, c'est quelque chose qui est en débat depuis de nombreuses années. C'est par exemple quand une entreprise polonaise envoie en France ses salariés pour conduire des camions et faire du transport en France, tout en payant ses salariés avec des conditions polonaises. Donc ça, c'est souvent considéré comme une forme de concurrence déloyale pour les entreprises françaises, mais c'est quelque chose qui est plutôt permis par l'Union européenne et en vertu de la liberté de circulation et de travail dans l'Union européenne. Et c'est quelque chose que Jordan Bardella veut arrêter. Il y a aussi cette notion de priorité nationale, donc donner la priorité à la France, notamment dans les marchés publics. Quand il y a un marché public en France pour, je ne sais pas, construire un nouveau bâtiment public, une institution, etc., il est illégal de donner un avantage à des entreprises françaises. Toutes les entreprises européennes doivent avoir les mêmes conditions, les mêmes chances d'obtenir ce marché public. C'est la libre concurrence dans l'Union européenne, mais Jordan Bardella veut mettre fin à ça et donner la préférence aux entreprises françaises. Donc en fait, voilà, au niveau économique, il y a cette idée de redonner l'avantage à la France et c'est toujours la position un peu ambiguë du Rassemblement national. D'un côté, on veut profiter de l'Europe, de ce qu'elle peut offrir, mais de l'autre côté, on veut y contribuer le moins possible et donner la priorité et l'avantage à la France. Et pour répondre à la grande question qu'on a posée au départ, est-ce que la France va rester dans l'Union européenne si jamais le Rassemblement national arrive au pouvoir? Alors la réponse, c'est plutôt oui. Avant, le Rassemblement national, il y a quelques années, vraiment voulait la sortie de l'Union européenne, mais maintenant, ils défendent plutôt une alliance européenne des nations, c'est leur mot. Et en fait, c'est l'idée plutôt de réécrire les traités, de faire le tri et de choisir un peu une Union européenne à la carte. Comme ce que tu disais au niveau économique, c'est vraiment juste prendre ce qui les arrange, mais sans les désavantages selon eux, donc notamment l'immigration. Oui, c'est vrai que la probabilité de Frexit est très faible, notamment parce que les eurodéputés n'en ont pas le pouvoir. Les eurodéputés français ne peuvent pas décider que la France quitte l'Union européenne. Pour que ça arrive, il faudrait par exemple que le Rassemblement national gagne les prochaines élections présidentielles en France et qu'ils organisent éventuellement un référendum pour demander aux Français si oui ou non ils veulent quitter l'Union européenne. Mais je pense que ce qui s'est passé avec le Brexit, ça a refroidi même le Rassemblement national. C'est vrai qu'avant ça, le Rassemblement national voulait sortir de l'euro, sortir de l'Union européenne. Et quand on voit les difficultés que rencontre le Royaume-Uni depuis le Brexit, je pense que maintenant, les États membres y réfléchissent à 2 fois avant de menacer de quitter l'Union européenne. Donc finalement, le plus gros enjeu de ces élections, comme on l'a un peu dit dans cet épisode, c'est peut-être pas pour la France les enjeux européens, mais que ces élections vont être un avant-goût de ce qui pourrait se passer dans notre pays aux prochaines élections présidentielles, qui ont lieu, comme tu l'as dit, dans 3 ans, en 2027. Voilà, je pense qu'on a quand même donné beaucoup d'informations, donc on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous a plu. On vous retrouve dans 2 semaines. Et si vous êtes européen, surtout, n'oubliez pas d'aller voter ce week-end. Allez voter, salut, à bientôt. Salut, salut.